Bonjour, bienvenue dans Smart Sport, le match qui oppose comme toutes les semaines Tapiro Franck à Mickaël Tapiro. Le sommaire. Au sommaire, le PSG et sa mobilisation à géométrie variable. Le Master de Turin, un chiffre délirant pour le prize money. Et Tony Parker qui, 40 ans après les Restos du Cœur, invente le Château du Cœur. Nike, mauvais joueur avec ses concurrents, notamment New Balance. Place à l'émission. Carton rouge contre le cyberharcèlement, le PSG à l'attaque est déterminé. Les paroles et les actes ont des conséquences, même sur Internet. Ne restez jamais seul. Signalez les comptes et les personnes qui participent au cyberharcèlement. Ne rien dire, c'est laisser faire. Parlez-en aux adultes autour de vous. C'est notre combat à tous. C'est ensemble qu'on le gagnera. Marquinhos, Zaïre Emery, Vitinha, les plus grandes stars du PSG mobilisées pour cette très belle cause, la lutte contre ce fléau, le harcèlement. C'est formidable. C'est formidable parce que de voir une marque comme le PSG, un grand club de foot comme le PSG, avec ses stars, et Orange bien sûr, se mobiliser sur le cyberharcèlement qui est vraiment un fléau, c'est formidable. Et maintenant, au niveau de la pub, franchement, le message, je le trouve fait, comme on dit, à la main. Je trouve qu'il n'y a pas d'idée. C'est un peu dommage. On aurait pu être un peu plus émotionnel, sachant qu'il est traité un petit peu de façon légère, alors que le cyberharcèlement, ça provoque des suicides tous les ans. Et troisième réflexion, je trouve ça génial que le PSG sorte enfin de son mutisme, et surtout ses stars, toujours promptes à soutenir toutes les causes, et celle-ci en particulier elle est formidable, mais il y en a quand même une autre depuis le 7 octobre, hein, c'est la lutte contre le terrorisme quand même, et surtout le soutien aux familles des victimes, le soutien aux familles des gens qui ont été kidnappés, parce que oui, il y a 9 Français kidnappés, 39 victimes, et là, on ne les a pas entendus. Donc en fait, j'aimerais bien savoir pourquoi, et ils ont raison, encore une fois, bravo pour le cyberharcèlement, pourquoi rien contre le terrorisme et ses victimes. Ouais, d'autant que vis-à-vis du cyberharcèlement, le peu de sportifs ou d'artistes qui ont été au soutien, en tout cas contre le terrorisme et pour le soutien de ces otages, ont eux été totalement cyberharcelés avec des menaces de mort, des menaces de viol pour leurs femmes et pour leurs filles, etc. Donc ouais, c'est un petit peu à double tranchant. C'est pas mal en valeur absolue de s'associer avec une marque comme Orange pour s'engager vis-à-vis du cyberharcèlement. On le voit, hein, dès qu'au football on dit quelque chose ou on fait quelque chose, il y a des tombereaux d'insultes, etc., etc. Ça fait presque partie du jeu aujourd'hui, mais c'est vrai que d'un point de vue de l'engagement et de l'engagement au quotidien, on aurait bien aimé quand même voir nos stars du football interagir. Et comme la mise en scène d'ailleurs, la mise en scène du clip, je la trouve très légère. On sent que ils ont fait ça 2 minutes à la fin de l'entraînement. Non, je suis pas d'accord. Le travail d'Orange est formidable. Et d'ailleurs, pas Orange, pas la réalisation. Oui. On les voit comme ça. Franchement, dans les mots, dans ce qu'ils disent, on sent qu'ils sont pas vraiment convaincus. Alors que ça les touche. D'abord, ils sont jeunes. Vous savez on oublie, mais ils ont 20 ans. Zaïre Emery, il a 17 ans, je crois. Ouais, il n'a pas le permis de conduire. Exactement l'âge. D'abord, il n'a pas l'âge du permis. Il a l'âge des gens qui sont cyberharcelés. Ouais. Je trouve qu'il n'est pas si ému que ça. Je sais pas, quand on connaît le fléau que ça représente en France et dans le monde, je m'attendais à un peu plus de tenue. Là, je trouve ça un peu léger. Genre, on l'a fait, on passe à autre chose. Je suis désolé, mais ça méritait un peu plus d'engagement. Ouais, maintenant, on le voit, hein, un club comme le Paris Saint-Germain qui s'engage vis-à-vis du cyberharcèlement, ils l'ont fait en groupe, hein, ce n'est pas un droit à l'image individuelle. Non. Ils le font parce que c'est une politique intelligente vis-à-vis d'Orange, c'est une politique intelligente vis-à-vis de leur communication et vis-à-vis de leur public. Je crois que là-dessus, c'est message reçu. Mais qu'ils aillent peut-être aussi un peu partout en France, de temps en temps, à la rencontre des jeunes, dans les lycées, dans les facs. Parce que quand on voit une star débarquer, je peux vous dire qu'on l'écoute, c'est ça aussi, c'est servir de sa notoriété. Et aller porter la bonne parole. Moi, je préférerais qu'ils aillent porter la bonne parole, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes dans une fac, plutôt que de faire un film qui arrange tout le monde. Ouais, super, on s'en occupe. Je ne sais pas si ce sera efficace. Alors justement, vous parliez de cette force de prescription auprès de la jeunesse. Oui. Le titre de cette séquence, c'est PSG, un engagement sélectif. Mais sélectif en quoi ? Sélectif parce que, encore une fois, le PSG s'engage à chaque fois qu'il y a une cause sur la planète. Et il ne rate pas une, et ça, c'est vraiment formidable, c'est tout en leur honneur. Sauf une, le terrorisme, quand il s'agit de victimes juives. Il faut le dire. Tant qu'on ne dit pas les choses, on passe à côté, puis on rajoute au malheur du monde, comme le disait mon idole Albert Camus. Encore une fois, il faut savoir que
depuis 5 semaines, le PSG, c'est star. Il n'y a aucune star du foot qui s'est exprimée là-dessus. Sauf Karim Benzema, toujours avec la verve qu'on lui connaît, et surtout l'intelligence. Alors, ces supporters, eux, se sont exprimés. On va le voir d'ailleurs. On a une ou deux captures d'écran, puisque dans les travées du parc, on voit trop majestueusement. Ah ben voilà, on voit trôner n'oublions pas que ça c'est le drapeau palestinien, mais normalement il n'y a pas de politique dans les stades de foot. Donc autant je suis absolument pour le fait que les clubs, pas au sens du club et de la marque, mais de leurs joueurs, s'engagent, parce qu'à un moment ils ont un rôle sociétal évident, donc politique. Quand on s'appelle Mbappé, on a un pouvoir peut-être même supérieur à certains ministres aujourd'hui. Mais en revanche que dans les stades on voit un drapeau, ça ne me va pas. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a le drapeau palestinien ou le drapeau israélien, c'est qu'il n'y a pas les deux. Ça montre que le club a pris parti. Ça montre que le COP a pris parti. Je suis désolé, mais il y a un pays qui a été agressé qui s'appelle Israël. Alors qu'on aime Israël ou pas, ils ont été agressés le 7 octobre par un attentat. Derrière, il y a une riposte non pas contre le peuple palestinien, mais contre le Hamas. Et là, on a l'impression que les seules victimes sont les Palestiniens. Pour recentrer peut-être sur le territoire français, moi, ce qui me chagrine, encore une fois, c'est vrai qu'il y a une problématique entre le drapeau palestinien et le drapeau israélien. Ah oui. Mais bon, les deux. Nous avons 9 otages français. Bien sûr. Français. Et personne n'en parle, et surtout pas dans les stades. Et quelque part, en montrant un drapeau palestinien, c'est faire fi totalement de la souffrance de ces otages français. Je parle même pas des 40 Français qui ont été massacrés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans l'actualité. Il y a 9 otages français, toujours détenus. C'est pire que ça. On porte le drapeau, je suis désolé, de la nationalité de ceux qui ont commis les meurtres et les kidnappings. Donc, qu'on le veuille ou non, on peut monter et descendre. À ce que je sache, dans la bande de Gaza, il y a des Palestiniens. Donc, quand on met le drapeau palestinien, ça veut dire qu'on est du camp de ceux qui ont attaqué, qui ont trucidé et qui ont kidnappé. Pour le club, c'est pas bien. C'est pas bien pour les supporters. Je pense qu'à un moment, j'adore moi quand on voit des belles causes dans les stades avec des tifos ou autre chose, mais s'ils avaient mis les deux drapeaux, ça montrait leur intention. Et c'est une recherche encore une fois de neutralité. Mais bon, le Paris Saint-Germain appartient au Qatar. On sait que le Qatar est médiateur dans ce conflit. Attends, je suis désolé, j'avais oublié. T'as raison. J'avais oublié que c'était le Qatar. J'ai oublié que le Qatar finance le terrorisme, qu'ils hébergent Haniyeh et Méchal. J'avais complètement oublié, mais honte à moi. Vous êtes supporter du PSG, vous continuez Je suis supporter du PSG, je suis adhérent du PSG, mais pas du Qatar. C'est totalement différent. Moi, j'enverrai peut-être une lettre recommandée pour savoir si on pourrait avoir l'équité d'un point de vue des drapeaux au Parc des Princes pour le prochain match. Voilà pour le PSG. Compte en commun, Jean Dujardin, David Clooney et David Beckham. Facile. David Clooney ? T'as dit David Clooney ? Georges Clooney. Écoutez, ils n'ont pas le même prénom, mais ils ont la même boisson. Il s'agit... On va voir. On va le voir en image. Choqué ? Alors, moi j'ai un point de vue, moi je suis très traditionnel et assez conventionnel, et j'ai un vrai problème vis-à-vis de cette pub. Alors encore une fois, c'est une publicité. T'as un petit côté lord. Légèrement sous le sweatshirt peut-être. Ouais, exactement. Il y a quelque chose qui me choque profondément, d'accord ? David Beckham, qui s'engage avec Nespresso, il en a le droit, c'est un partenariat formidable, c'est une marque formidable, etc. Mais attention, là on est en train de briser ce qu'on appelle la Rule Britannia. Ouais. Que va-t-on faire du tea time ? David Beckham qui parle de café dans un pays où le thé est la boisson nationale, c'est comme si Winston Churchill militait contre l'alcool ou contre le cigare. C'est absolument impossible. Contre les bretelles. Et pour le sport. Alors, c'est quelque chose d'ahurissant que Jean Dujardin et George Clooney. George Clooney, je crois que ça date de 2006, donc c'est vraiment une saga qui dure. Il a installé en fait la consommation du café à la maison aux États-Unis. Il faut savoir que le café américain, c'est un petit peu comme dans les séries télévisées, dans les postes de police. On a du café avec un bro comme ça. Là, il avait réussi depuis 2006 à implémenter l'expresso aux États-Unis. Et là, quelque part, l'Angleterre, le dernier bastion qui tient avec le thé. Alors là, attention, là, je suis d'accord, tu as totalement raison, on est passé du tea time au coffee time, mais c'est pas n'importe quel café. Autant George Clooney, c'était le Nespresso, en plus on jouait sur sa double, non pas nationalité, mais double allégeance, parce qu'il est américain, mais il habite en Italie, George Clooney. Voilà près du lac de Côme. Et voilà, près du lac de Côme, à Bellagio exactement. Voilà pourquoi il est, on va dire, l'idéal. Un pied en Italie, un pied aux États-Unis pour l'expresso. Là, c'est différent. Là, c'est ce qu'on appelle le café au lait à l'ancienne. Alors, plein de gens l'appellent. Alors, Tassimo pour les uns, latte pour les autres. Et le latte, pour les Syracusins, c'est totalement à la mode aux États-Unis
Et en Floride, n'oublions pas que Beckham est le manager, copropriétaire du club de foot de Floride. Donc, quelque part, c'est un coup marketing génial. Et puis, vous savez, il y a autre chose. Vous minimisez le pouvoir de l'argent. Et encore une fois, David Beckham, que j'adore en plus. Moi aussi, en tant que joueur, je suis fan absolu de sa personnalité, mais il a un truc, c'est vrai que il a une bonne gueule. C'est un peu le super sexy boy métro, on lisait à l'époque, du football. Il y en a peu qui ont sa gueule dans le football, et c'est vrai que toutes les marques l'adorent. Donc, et avec son couple, il est quasiment iconique. Avec Posh. Donc Posh a été essentiel, parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'à l'origine, c'est un petit gars de Manchester United, il a un accent à couper au couteau, un accent cockney. Il aurait pu mal virer, quelque part, parce qu'il avait, entre guillemets, une vraie femme de footballeur. Mais là, en fait, il a eu une femme qui l'a cadré, qui avait une vision de ce que pouvait être leur couple, et le résultat, on le voit. C'est vrai qu'aujourd'hui, David Beckham est une icône. On l'a vu, il est venu 6 mois au Paris Saint-Germain. Ouais. Il est resté 6 mois. D'ailleurs, c'était ses 6 derniers mois de footballeur. Et c'est extraordinaire ce qu'il a amené en termes de classe et en termes de facilité. Ça a souvent été un EHPAD pour les footballeurs en fin de carrière. En tout cas, lui, ça lui a réussi. Un EHPAD, franchement, je te souhaite d'être... non, mais Messi... d'accord, mais je te souhaite d'être et aussi smart et aussi élégant à son âge. Non, mais il est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le PSG, quand même, c'est des professionnels pour récupérer les gars en fin de carrière en disant « on va faire de l'image ». Moi, j'aimerais juste qu'ils disent « on va faire des trophées ». Mais ça, c'est pas demain la veille. Autre sujet et le prochain, tout de suite. Cette semaine, le gouvernement a dévoilé un plan d'action pour accompagner le développement des startups françaises du sport. Mickaël, quelles sont les principales mesures ? Alors, les principales mesures, bien sûr, autour d'un collectif et autour de ce qu'on appelle le Sportec, c'est-à-dire on va profiter de cet engouement, notamment autour des Jeux Olympiques, pour favoriser les startups du monde du sport. Encore une fois, on veut renforcer la place du sport dans la société et ces startups, normalement, devraient occuper le terrain suffisamment pour que ça puisse se faire et que la France devienne une vraie nation sportive. Alors ça, c'est le bon côté. Je trouve que théoriquement, c'est plutôt intéressant. Ce qui me dérange, c'est que par définition, lorsqu'on lance une start-up, on est seul, on va chercher de l'argent, mais on n'est pas aidé par l'État. Et quelque part, cet aspect un peu de béquille me dérange et je trouve qu'il y a une récupération politique du succès potentiel. On l'a vu, c'est graduel. On veut 100 start-up qui arriveraient à 1 million d'euros, 10 à 100 millions et on voudrait éventuellement 2 licornes qui dépasseraient les milliards pour aller dans la zone de Sorare, qui est la seule. C'est vrai que ça a l'air un petit peu trop écrit, on va dire, et il n'y a pas assez d'émotion, si tu veux, là-dedans. Et c'est vrai qu'on oublie quand même que quand on se retrouve seul, parce qu'on est entrepreneur, c'est aussi ce risque-là qui nous fait prendre parfois de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même une immense trouvaille par rapport aux autres, c'est la BPI. Et je dis à chaque fois, pour avoir critiqué François Hollande longtemps, il a au moins laissé quelque chose aux entrepreneurs, c'est la BPI qui sans aide, ce serait impossible d'être entrepreneur aujourd'hui en France. Il n'y a pas une banque qui nous prêterait de l'argent. Entendu, la BPI... Sur la BPI, tu n'as pas un prêt, oui, mais alors, pour l'instant, la BPI, c'est que le fuel. Que la BPI est là. Non, mais je suis d'accord. C'est le fuel. Mais en fait, c'est un diesel. Parce que le système administratif est tellement lent par rapport à la célérité d'une start-up que oui, la BPI met le fuel dans le moteur, mais bon, on a besoin d'un autre... Ah non, alors justement, ça c'est l'image qu'on pourrait en avoir, mais heureusement que la BPI là, et la BPI, c'est une banque publique d'investissement, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'elle arrive à accélérer le temps, justement, que nous font perdre ou les institutions ou les banques traditionnelles, qui sont des banques privées. Ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que c'est un acteur public qui accélère le secteur privé qui est vraiment un peu rétrograde parfois et frileux. Donc pour une fois, la BPI, vraiment je les défends parce que d'abord j'ai travaillé avec eux, ils nous ont aidés, ils aident tous les jours les entrepreneurs. Merci BPI. Maintenant, argent, d'accord, investissement, ils sont là pour nous aider, pour mettre en relation, ils sont vraiment formidables. Parlons de ce gimmick, je choisis la French Tech maintenant quelque part. Ces startups doivent à tout prix avoir ce gimmick et je trouve que voilà, il y a un certain assistanat et quelque part ça rentre un petit peu en désaccord avec ce qu'on imagine d'une startup. Mais non, pourquoi l'assistanat ? Encore une fois, dans les autres pays, comment ça se passe ? Dans les autres pays, ils sont perdus, paumés. Et à chaque fois, ils nous disent qu'est-ce que vous avez comme chance d'avoir la BPI ? Mais il n'empêche que les licornes sortent. On le voit bien en Suède, en Norvège, on en a vu aux États-Unis, en Angleterre. Au moins, on y arrive. Oui, mais pourquoi c'est pas un problème d'environnement, c'est un problème de personnes. C'est un problème, en fait, finalement, plus de la mentalité française. Je pense que s'il n'y a pas assez de licornes en France, c'est à cause des entrepreneurs qui sont pas assez ambitieux. Un exemple, quand on valorise une start-up, quand nous on a 10, pour la même start-up, un Américain est à 100.
ou à 200. Ce qu'on appelle le blue sky, le ciel bleu. En France, on ne sait pas faire rêver. Et je suis désolé, il faut qu'on aille voir un peu plus comment ça se passe. J'ai pas le ou en sentiment Israël, que aux États-Unis ou en Suède. Et vous allez voir les licornes qu'il y a avec des projets identiques. J'ai pas le sentiment que l'assistanat de l'État va aider à changer les mentalités. Eh bien, on le verra. À suivre. Fin de saison en tennis et c'est à Turin que se dispute le Master avec un prize money record. Prize money record, le chiffre de la semaine c'est 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, c'est un prize money record pour un tournoi de tennis. Pour le, je cite, Nitto ATP Finals 2023. Alors, je m'arrêterai un petit peu sur l'appellation de ce tournoi. On avait oublié que c'était le Masters, en fait. Et on le sait maintenant pourquoi. Parce que depuis sa création en 1970... ce tournoi, qui est un petit peu le 5e Grand Chelem, même si il n'en a pas le nom, a changé systématiquement de nom. Ça s'appelait Master Grand Prix, ATP Tour World Cup, Tennis Master Cup, ATP World Tour Final, et enfin ATP Finals depuis 2017. Et aujourd'hui, c'est le Nitto ATP Finals 2023. Et l'an prochain, on sait. Est-ce que vous connaissez la marque Nitto? Non. Voilà, alors ça, je connais Mito. Mito, oui. C'est une voiture aussi, Alfa Romeo. Voilà, alors écoutez, Nitto, N-I-T-T-O, c'est vraiment typique, c'est un conglomérat japonais gigantesque qui fait un peu tout. Vous savez, tout le monde connaît par exemple Yamaha parce qu'ils ont fabriqué des motos très performantes. Quand vous regardez le logo de Yamaha, ils ont d'abord fabriqué Merci Franck des pianos. Et des raquettes de tennis, à la fin des années 70. Arthur H. Est-ce qu'on peut revoir le tableau de l'infographie sur le prize money? Parce que je voudrais que vous commentiez le prix pour le vainqueur. Alors, c'est un record. C'est vrai que 4,8 millions. Il faut savoir que le vainqueur, il a 5 matchs à jouer. Il n'est pas obligé de gagner les 5. Hein. Si, il est obligé de gagner les 5 pour percevoir les 4 millions. Pour cette somme-là, exactement. Mais il peut gagner sans cela. Bon, c'est considérable, c'est phénoménal. Il faut savoir que ce tournoi est un peu différent d'un tournoi Open. C'est qu'on a uniquement les 8 meilleurs joueurs de l'année qui se rencontrent. D'accord ? Bon, c'est classique. Hein. C'est ce qu'on avait appelé, nous, dans les années 80-90, le Masters, la Master Series, etc. Et quelque part, oui, ce sont des chiffres absolument incroyable. Savoir que c'est uniquement du 12 au 19 novembre, donc on est en plein dedans, d'accord? C'est pour une petite semaine, alors qu'un tournoi ATP, c'est 15 jours. 15 jours. D'accord? Pour des gains à peu près équivalents. Moi, j'ai un chiffre qu'on ne voit pas forcément dans l'infographie, mais que je retiens. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui s'appelle Hurkacz, qui est le remplaçant, qui est le 9e joueur, donc qui pour l'instant ne jouera pas. Eh bien, même s'il ne joue pas, il touchera... Tenez-vous bien, 152 500 $. Juste pour être remplaçant? C'est pas mal, hein? Ouais. Je veux bien être remplaçant. Moi, je vais postuler. Oui. J'envoie un dossier. Oui. Il faut 2 photos, une carte d'identité, et puis une lettre de motivation. Une lettre de motivation. Donc, le tenant du titre, c'est Djokovic. Et voilà, Et il est candidat à sa succession. Il est candidat à sa succession. Petite bizarrerie qui a peut-être rien à voir avec le sponsor d'aujourd'hui, en tout cas l'entreprise Nitto, mais le premier Masters qui a été organisé en 1970. C'était au Japon. Merci. Voilà pour le master de cette fin de semaine. Justice, Nike attaque New Balance pour violation de brevet. Nike accuse New Balance d'avoir volé, utilisé ses techniques de fabrication pour concevoir certaines de leurs chaussures. Oui, alors on l'a vu, hein, c'est la fabrication d'un tissu un peu... comme si c'est du knitting, hein, comme on dit en anglais, c'est tressé. On va le voir, on a l'image. Et c'est vrai que voilà, là c'est la chaussure Nike habituelle, et c'est vrai que ce matériau est très intéressant parce qu'il est souple, parce qu'il est résistant et que il est respirant aussi. Il est respirant. New Balance a lancé. Bon, sincèrement, nous ne sommes pas juristes et on le sait très bien. Mis à part le système d'amortissement où chacun était arrivé avec une technologie particulière, Nike avec le coussin d'air, Reebok c'était la pump, Asics et Mizuno qui sont deux marques japonaises, c'était plus sur la technicité de la chaussure. Là aujourd'hui c'est sur le revêtement. Je pense que c'est de bonne guerre. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais on le saura très très rapidement. Non, attendez. Moi je vous lis parce qu'en réalité c'est pas une basket classique, c'est précisément cette basket dont s'est inspiré où se serait inspiré New Balance, puisque c'est la technologie Flyknit, dont Nike dit que c'est l'innovation la plus révolutionnaire en matière de basket depuis plus de 40 ans. La problématique, c'est qu'on a quelque chose de totalement B2B, business to business, donc quelque chose d'une marque à une autre, qui n'a rien à voir avec le grand public, mais il décide de communiquer amont là-dessus, pour dire en gros, ça veut dire quoi? Pour le grand public que nous sommes, Nike c'est l'inventeur, Nike c'est celui qui a tout inventé, Nike c'est celui qui a toujours un temps d'avance, et les autres ne sont que les suiveurs. Donc attention, derrière la démarche,
démarche de bataille de brevets, de bataille juridique qui va coûter des centaines de millions de dollars. Donc c'est les avocats qui se monstrueux. gavent. C'est les avocats qui se tapent. Il y a une énorme guerre de communication, c'est de dire, finalement, vous voyez bien, tout le monde copie Nike. Ça veut dire que Nike est le leader. Et c'est vrai que de très nombreuses reprises depuis plus de 40 ou 50 ans maintenant, c'est une vieille marque maintenant Nike, ils ont attaqué énormément de marques comme ça pour leurs coussins d'air, sur des technologies précises. Et on s'est dit, mais attends, c'est un truc, le grand public est incapable même de faire la différence. Ils s'en foutent. Ça leur fait de la pub. Et maintenant, j'aimerais bien savoir comment les autres vont réagir. Alors, il y en a qui ont réagi, puisque préalablement à New Balance, Adidas et Puma se sont vus attaquer également par Nike. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, Oui, oui. cette année? Oui, oui, cette année. Ah, je croyais que vous parliez- Non, sur parce que exactement je parlais le des même coussins d'air à une époque, Non, ils avaient sur le attaqué même motif. sur le même motif. Ouais. Qui a gagné? Personne. Transaction. Ah ben voilà. Transaction. Alors, à l'américaine, aux États-Unis, 97% de tous les procès partent en ce qu'on appelle conciliation. Donc ils se mettent autour d'une table, ils vont évidemment jamais devant la cour, parce que devant la cour c'est une pièce entière en l'air, puis il faut plaider coupable ou plaider pas coupable, etc. Ouais, Eux, ils se mettent d'accord, ouais. et donc c'est que l'argent, c'est l'argent qui résout tout. Ouais, il y a des transactions, mais enfin, au final, sur le terrain, entre guillemets, c'est-à-dire dans les chaînes de distribution, ben, le produit n'apparaît pas, et donc quelque part, c'est un bon mouvement pour Nike. Je trouve pas ça super Sport. fair, super sport, mais en tout cas, ça fonctionne bien. En tout cas, ça jette le discrédit sur une marque, parce que ce sont eux qui sont à l'offensive, comme s'ils avaient été pillés par une technologie. Sincèrement, je pense que ça fait partie du mix marketing global de Nike. Ils le font régulièrement. Mais pendant ce temps-là, les produits dont ils parlent sont tous sans vente. C'est-à-dire que si encore il y avait une procédure pour bloquer, par un système de, je sais pas, huissier, etc., bloquer la vente de ces produits dits incriminés, ça pourrait le faire. Mais là, finalement, les gens comme vous et moi qui allons rentrer dans les boutiques, on va voir donc Nike originel, hein, avec son petit tissu, et les autres qui sont prétendument des copies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un seul décisionnaire là-dedans. C'est pas la justice, c'est pas l'argent, c'est le consommateur. Et c'est ça qui va tout changer. Et in fine, le consommateur va choisir si finalement il préfère la copie à l'original. Ce qui peut arriver parfois. C'est pas arrivé avec Coca, mais ça peut arriver. À suivre, le match Nike-New Balance. Qui veut être mon associé? C'est l'appel lancé par Tony Parker. Il est à la recherche d'investisseurs pour son château, car oui, Tony est châtelain et viticulteur. Mais oui, bon, c'est vrai qu'il est d'abord multi-entrepreneur. Il est serial entrepreneur, comme on le dit aujourd'hui, à la fois des start-up, des investissements, Lyon, de l'immobilier. On l'a vu il n'y a pas longtemps aussi avec un investissement un peu bancal à la montagne où on lui reproche pas mal de choses en termes d'environnement. Et là arrive cet investissement sur un château, un vignoble. Le château Saint-Laurent. Le château Saint-Laurent. Dans le et là, Vaucluse. il cherche 1 million d'euros. Alors, rassurez-vous, et moi c'est comme ça que je l'ai pris, je trouvais ça plutôt très malin. Il n'a pas besoin d'1 million d'euros. Il se dit, en fait, comme dans l'émission Qui veut être mon associé, il veut faire profiter sa communauté en disant, bon, 1 million d'euros, il en a, je ne sais pas combien de centaines. Donc il se dit, on va faire du crowdfunding, donc on va tous s'associer. Vous allez être l'associé de Tony Parker dans mon histoire. Pourquoi? D'abord, j'ai dû l'acheter à un bon prix et il y aura une rentabilité en sortant. Donc vous allez être associé avec moi et vous allez gagner de l'argent. Donc finalement, je trouve qu'il met en pratique ce qu'il fait dans son émission Qui veut être mon associé, en demandant finalement à des gens de dire, allez, on joue le jeu, vous allez être tous mon associé. Donc c'est ce que j'appelle moi le château du cœur, Alors, prenant un petit peu sur le reste du cœur. C'est vrai ça qu'il plutôt bien. Il veut leur faire gagner de ouais. l'argent. Moi, il y a quelque chose qui me pose question, en tout cas, vis-à-vis des grands sportifs, des grands athlètes qui ont tout réussi sur le terrain et qui, quelque part, dans la vie de tous les jours, ont ce complexe de l'ubiquité. Il faut à tout prix qu'ils soient partout, tout le temps, avec tout le monde. Et quelque part, c'est vrai que c'est assez putassier d'associer, je crois, c'est 100 000 obligations à 10 euros, donc c'est à la portée de n'importe qui. Le ticket d'entrée est à 10 euros. Voilà, 10 euros, il y a c'est 100 000 personnes qui vont dire je suis associé avec Tony Parker. Ah oui. Oh, la belle affaire. Mais en fait, tout cela, c'est pour financer, je dis même pas autofinancer, mais financer par des biens extérieurs la possibilité de construire autour de ce château Saint-Laurent un site événementiel. Mais le site événementiel va lui bénéficier. Donc quelque part, Mais aux gens aussi. c'est économique. Oui, enfin bon, quand on a une obligation à 10 euros, je crois que je pense que même le 1000 coupon euros. est très très léger. Oui, mais 1000 euros grâce à Tony Parker, ça va faire que en fait, sa communauté va être encore plus resserrée. Alors maintenant, voilà, il y a une chose vis-à-vis de la foultitude des investissements de Tony Parker. Il y en avait un qui était très très important. C'est vrai qu'on nous avait dit qu'il allait être le successeur du président de l'Olympique lyonnais. D'accord. Et manifestement, c'était peut-être le seul investissement où il était dans son axe, c'est-à-dire un axe sportif ou sport business. Ça n'a pas marché. Et là, il a fallu pas de sa faute.
je ne dis pas le contraire. Ah ouais. Je dis juste que la succession ne Il aurait s'est pas aimé. opérée. Va-t-elle s'opérer aujourd'hui, maintenant que les investisseurs américains sont sur le départ? Je n'en sais rien. Mais c'est intéressant de voir que quand on sort de sa sphère de compétences, eh bien, on n'est pas forcément en super adéquation, alors que Oui, mais la succession lorsqu'on est d'Olas. sur notre image, ça fonctionne bien. Oui, mais je vais t'arrêter sur un truc. Tu parles de succession qui s'est pas faite, mais parce que Olas ne le veut pas. Moi, je suis absolument convaincu, il fait comme énormément de gens qui créent leur succession de leur vivant, mais qui n'ont pas envie de céder. Et si aujourd'hui l'OL est en déconfiture, s'il s'écroule, c'est parce que je pense que l'énergie qu'a mis Olas pour ne pas le céder dans Ah de oui, bonnes conditions. alors, à un bémol, à un bémol, Voilà, c'est c'est vrai que tout. j'ai été dur. Non, c'est pas vrai parce que Et d'ailleurs, Olas Tony va revenir. Parker- Je Tony fais le Parker pari est- qu'il va revenir à l'OL. Non, il est propriétaire de Villeurbanne au basket et voilà, et ça je le respecte. Donc effectivement, non, dans son Enfin, basket, qui fait pas une très grosse saison malgré tout. certes, mais en tout cas voilà, il est bien dans ses baskets. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que de très nombreux sportifs, avec des fortunes plus ou moins diverses, ont essayé de montrer que ils étaient bons en sport, ils étaient bons sur le terrain, ils sont bons en investissement. Il y a des gens qu'on n'attendait pas, comme Matuidi, qui fait des investissements extraordinaires, ou Flamini, Ouais. qui est déjà il a gagné plus d'argent dans ses Mais c'est investissements dans la bio. souvent presque un hasard. Et en fait, Ouais, mais ça, il c'est faut comprendre extraordinaire, que les anciens sportifs qui ont vraiment réussi après leur carrière, il y en a qu'un, c'est Jean-Claude Killy. Et Ah oui. ça a commencé au début des années 70 avec McCormack, avec Coca-Cola, avec Après toute sa les JO. carrière qui 2 est ans après les JO. extraordinaire. Et c'est vrai que beaucoup ont bien réussi, mais pas comme Jean-Claude Killy. Mais revenons sur Tony Parker. Est-ce que vous considérez qu'il en fait trop? Alors, c'est pas ce qu'il en fait trop. Je pense d'abord, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est ça, on Hein n'est pas à juger. Alors là, au contraire, Ouais, moi, je trouve ça non, top non. quand on a Ça un. fait 4 minutes que vous jugez, mais bon. Non, on non. essaie de commenter, de Le donner complexe des de critères. l'ubiquité, c'est Non, pas un jugement. Moi, je dis à c'est chaque fois, il a une raison. constatation. Tout ce qu'il fait, il a raison. Parce que moi, j'adore les gens qui font. Et justement, il se contente pas d'être Tony Parker multimillionnaire. Il prend des risques. Il va sûrement planter quelques sujets. C'est pas le problème. Il le fait avec envie. Il le fait avec du cœur. Il le fait alors avec, encore une fois, et là, ça a l'air sincère. Il est bien quand on va dans son château avec son hoodie. Bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant. On a l'impression qu'on a mis un martien chez les viticulteurs. Moi, j'aime bien ça. Parce qu'il y a quelque chose, il casse un peu les codes. Non, je trouve ça bien. Et puis, c'est Tony Parker. Donc, quelque part, il va créer une zone de confiance autour de lui. Moi, je trouve qu'il n'en fait pas trop du tout. Ce que j'aimerais, en revanche, je sais qu'il fait pas mal d'autres choses à côté, mais qu'il aille un peu plus dans l'humanitaire, un peu plus Moi, ce que dans l'aide j'apprécie- sociale. Voilà, moi ce que j'apprécie beaucoup sur Tony Parker, c'est que voilà, il s'est expatrié très jeune et il a cartonné. Il a la gagne, il y a rien. Ah ouais. Il a la Oh gagne. non. Voilà, mais souvent on dit que nul n'est prophète en son pays depuis qu'il est Et revenu. c'est Je un lui exemple. souhaite bien sûr de réussir. Et c'est un exemple pour C'est les pas jeunes, évident. en plus, parce qu'il est suivi par des millions de jeunes dans le monde, pas qu'en France, dans le monde entier. Et de voir ce type qui est multi-entrepreneur, ça donne une super image. Et franchement, vis-à-vis de nos jeunes qui sont souvent un petit peu attirés par des bêtises, je préfère qu'ils gardent Tony Parker comme exemple plutôt que d'autres. Ouais, Ils en font tout cas, tout et n'importe quoi avec un leur ticket de argent. 10 €, ils pourront s'associer avec Tony Et Parker. puis, et puis d'autres Très qui bien. font tout allez n'importe investir quoi, qui sont pompe pourquoi pas. dans des jets, etc., avec de l'alcool et la drogue, etc. Franchement, l'image de Tony Parker, elle est parfaite pour un jeune. Vous allez investir 10 €? 20? Pour la blague, allez, faisons-le. Je vais m'y pencher cet On verra après-midi. Ouais. ce que ça donne. Oui, ça va être drôle. Puis on en reparlera. Exactement. Quand on viendra On pourra ici suivre. en voiture de sport grâce à Tony Parker. Exactement. C'est la fin de Smart Sport du match Tapiro contre Tapiro. On se retrouve la semaine prochaine.